Un jour, un ami m'a demandé, mais Paolo, comment est-ce que je pourrais faire pour créer des designs avec Canva qui soient plus beaux? Et donc là, question compliquée, car premièrement, ça dépend d'un design, ça dépend du contexte, ça dépend des compétences des personnes qui réalisent le design. En soi, c'est relativement compliqué d'avoir vraiment une réponse, oui, fais comme ça. Par contre, je me suis dit, ben, je pourrais faire une vidéo avec 24 concepts de graphisme qui peuvent vous aider à créer de meilleurs designs. Commençons tout d'abord par un concept important et c'est les calques. Regardons ici quelques compositions graphiques. On peut voir ici, il y a une affiche, si je clique sur ouvrir, et on peut y trouver un premier niveau avec la main et le téléphone. Et ensuite, derrière la main et le téléphone, il y a du texte rouge avec juste en dessous une écriture blanche. Et derrière, il y a une image. Et donc, on peut voir qu'il y a plusieurs couches. Une couche qui est plus proche de nous, une couche un peu intermédiaire avec le texte ici et ici, et ensuite une couche encore plus lointaine, ou du moins qui semble plus lointaine, et qui se retrouve à l'arrière. Et donc, ajouter une certaine profondeur dans votre composition grâce au calque peut être généralement un plus intéressant. Ensuite, ici je vais vous montrer une deuxième image, donc ici en descendant, donc je suis sur Pinterest, un moteur de recherche d'images. On retrouve cette image où nous avons deux images, une dans l'autre, et ça aussi c'est grâce au calque. Donc regardons concrètement comment cela fonctionne. Donc moi je vais aller sur Canva, mais les calques existent aussi sur Photoshop ou tout autre logiciel similaire. Et j'ai choisi de modifier un document, par exemple celui-ci. Et donc, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Vous pouvez démarrer d'une page blanche, vous pouvez démarrer de peu importe quel document. On pourrait même tout à fait démarrer d'une page blanche et je vous montrerai un exemple avec une page blanche. Donc ici, nous avons notre document et on peut voir qu'il y a des personnages qui se retrouvent derrière d'autres éléments. On peut voir qu'il y a du texte. Et fait intéressant, si je clique sur un élément, peu importe lequel, nous avons ici l'option position. Si je clique dessus, nous avons deux sections organisées et calque. Et regarde avec moi, dans la section calque, on peut voir tout un tas de calques, donc de couches différentes. Et là, ça peut vous sembler beaucoup, mais je vous assure que sur Photoshop, il y a moyen d'avoir peut-être parfois 10 fois plus. Et donc, si vous voulez réaliser des compositions élaborées, jouer avec ces calques peut être un plus. Fait important, imaginons ici, moi je vais prendre cette couche qui est bleue. Si je la prends, je peux la déplacer. Imaginons, je vais la mettre tout en haut. Hop, ici, le texte qui était devant a disparu. Regardez, je mets ici, je vais remettre en bas. Et le texte est à nouveau présent. Donc en fait, avant, le texte n'avait pas disparu. C'est un petit peu comme quand vous vous promenez. Mais c'est une personne qui est face à vous et cache derrière elle des choses. Ben ici, c'est le même concept. C'est juste que c'est des calques. Donc je clique sur un élément, position, ensuite calque. Et là, on peut voir les différents calques. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec ces calques en les déplaçant ici ou en les modifiant comme ceci. Vous pouvez aussi, si vous voulez en sélectionner plusieurs, appuyer sur majuscule et je pourrais sélectionner tous ces 5 calques là et je peux, si je le souhaite, appuyer sur les 3 petits points et peut-être je souhaite les grouper. Comme ça me fait qu'un bloc si je le souhaite, c'est tout à fait possible. C'est à vous de voir. Et ensuite, un autre élément que je souhaitais vous montrer par rapport au calque, si vous cliquez par exemple ici sur cet élément-ci, si j'appuie sur les 3 petits points, on a plusieurs options dont calque. Et donc là, on va avoir un menu un peu différent, on a plusieurs choix. Soit faire avancer d'un niveau, mais ici on ne peut pas le faire vu qu'il est le plus haut possible. Soit mettre au premier plan, donc c'est vraiment le placer au premier niveau, donc tout en haut. Ou soit faire par exemple reculer d'un niveau, ou on peut même, ici, si je clique sur calque, on peut le mettre à l'arrière-plan si c'est possible. Je vais faire un exemple ici sur une page blanche, on verra mieux. Donc, je vais appuyer sur R pour ajouter un rectangle. Je vais appuyer sur T pour ajouter du texte. Donc, nous avons ici du texte et nous avons une forme. Si je clique ici sur mon texte,
je peux appuyer sur 3 petits points, calque, et je peux faire reculer d'un niveau ou mettre à l'arrière-plan. Tac. Et donc, il va se retrouver derrière mon élément. Et c'est la même chose ici. Mais ici, si je clique sur le texte, 3 petits points, ensuite calque, et là, je vais pouvoir mettre au premier plan ou faire avancer d'un niveau. J'ai encore 3 points importants à vous montrer par rapport au calque. Donc ici, si je vais sur, là, je vais sur position, et on peut voir que tout en bas, vous avez une image qui est mise un peu différemment par rapport aux autres. Regardez ici, ces éléments-ci, je peux les déplacer, alors que celui en bas, bah, il est bloqué, je ne peux pas le mettre au-dessus. Je ne peux même pas mettre celui-ci en dessous, où l'unique possibilité, c'est que bah, celui-là, il est bloqué à l'arrière-plan. Vous pouvez voir que je n'arrive pas à le mettre derrière. Donc, comment puis-je mettre cet élément derrière cette image? Je peux aller sur les 3 petits points et je peux détacher l'image de l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique de Canva. C'est que vous avez tous les calques qui sont placés à une certaine position et vous avez quelque chose qui est à l'arrière-plan ici, qui est vraiment bloqué à l'arrière-plan. Ici, c'est une image blanche, mais comme on a vu avant, je vais appuyer sur CTRL Z, cela peut être une image. Je vais faire ici un autre exemple. Si j'ajoute ici un élément, je rajoute une image, par exemple celle-ci, hop. Cette image-ci, si je clique sur, je clique droit et je vais aller sur calque, mettre à l'arrière-plan. Ici, si je clique dessus, je suis sur position, on peut voir qu'elle est derrière, mais elle n'est pas ici vraiment à l'arrière-plan, mais c'est possible de le faire. Il suffit que ceci soit modifié, et pour réaliser cela, vous pouvez cliquer dessus, 3 petits points, et ensuite, ici en descendant, vous avez l'option définir l'image comme arrière-plan, et là, il y a des petites lignes. Hop. Et donc là, elle est vraiment bloquée. Et si je souhaite reculer ceci, 3 petits points et ensuite calque, et là, je ne sais pas le reculer car l'autre image est vraiment derrière. Et donc voilà, ça c'est un point à retenir, que si vous avez l'image derrière, vous n'allez pas pouvoir l'enlever, ou vous pouvez mettre une autre image et remplacer sans problème, hop, et je peux changer sans problème mon image. Donc ça c'est vraiment spécifique à Canva, c'est que le niveau qui est tout en bas, donc le calque tout en bas, il a un traitement différent que les autres calques. Ensuite, un deuxième point que je souhaitais vous montrer, c'est que si vous ajoutez une image, par exemple celle-ci, nous avons donc un calque. Moi, je vais agrandir un petit peu, comme ça on verra un petit peu mieux. Et donc là, ce qui est marquant, c'est que je vais pouvoir, avec Canva, cliquer sur éditer. Ensuite, je vais pouvoir choisir l'option capture magique. Et donc, ça, il faut savoir que c'est uniquement accessible avec Canva Pro. Et l'avantage de capture magique, c'est que vous allez pouvoir capturer un élément, par exemple cette personne-ci, capturer et je vais la détacher. Et donc, nous avons un seul calque qui va être séparé en 2 calques. Et donc ça, c'est une particularité de Canva, c'est de pouvoir créer plusieurs calques à partir d'une seule image. Avec d'autres outils, vous avez la possibilité de faire des choses similaires, mais sur Canva, avec Canva Pro, vous allez pouvoir réaliser cela. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez laisser gratuitement pendant 1 mois, il me semble. Regardez maintenant l'avantage de la manipulation que je viens de réaliser. Avant de vous montrer l'avantage, je vais juste vous montrer qu'en termes de position, nous avons donc la personne qui a été détachée de son image d'origine. Et là, je vais pouvoir rajouter un rectangle, donc j'appuie sur R. Je pourrais modifier mon rectangle, par exemple comme ceci, et je vais le placer, imaginons, là, comme... Alors, on va faire ceci, on va me dire, mais qu'est-ce que je fous? Je vais aller cliquer dessus, et je peux cliquer sur 3 petits points, calque, faire reculer d'un niveau. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a moyen, donc ici, à travailler peut-être un petit peu, je vais agrandir ceci, ça donnera mieux. Et vous allez pouvoir, grâce au calque, il faut juste faire attention que là, j'ai séparé les 2 personnes. Donc, je vais prendre les 2. Hop. Pour sélectionner 2 calques en même temps, vous pouvez appuyer sur majuscule. Donc, ici, je vais agrandir. Hop, comme ça. Là, j'agrandis comme ceci. Ça,
s'occupe tout le design. Et vous pouvez voir qu'en ajoutant un élément devant et derrière l'image, ben ça crée une certaine profondeur, un certain paradoxe, et ça, c'est agréable visuellement. Ici, c'est juste un exemple où j'ai rajouté cette ligne oblique pour donner un certain dynamisme, mais à vous de trouver, il y a plein d'exemples dans le monde où vous avez des éléments qui se trouvent devant, derrière. Et donc ici, notre rectangle qui maintenant a fort changé, ben, il se trouve finalement derrière le paysage et non, derrière le personnage et devant l'arrière-plan. Une autre chose que je souhaitais vous montrer par rapport au calque, prenons ici, je vais prendre une image. Par exemple, je vais prendre notre ami ici. Hop. Donc nous avons ici une personne. Hop. Et avec Canva, je vais même pouvoir cliquer sur effacer l'arrière-plan. Je vais pouvoir reprendre la personne et je vais la dupliquer en faisant CTRL D. J'ai donc maintenant deux niveaux. Ah, voilà, il y a eu un petit bug, deux niveaux. Donc nous avons deux fois l'image. Et je pourrais choisir d'agrandir celle-ci, de la faire bien plus grande, par exemple comme ceci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur position et je vais reculer la version plus grande. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, si je veux sélectionner celle arrière et vous n'arrivez pas, vous pouvez appuyer sur CTRL et hop, j'ai sélectionné celle arrière. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la transparence et je vais passer la transparence, par exemple, à, imaginons, à 20. Et ensuite, je pourrais rajouter peut-être background. Je pourrais rajouter Japan. Alors ici, on pourrait rajouter quelque chose. Allez, donc peut-être celui-ci avec les fleurs. Hop, je vais l'agrandir. Hop, ceci comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Position. Je mets ceci entre les deux. Et je vais lui aussi je vais peut-être le mettre à fond, mais je vais le mettre derrière l'autre. Hop. Et donc, vous allez pouvoir créer certains effets. Donc, si je vais diminuer la transparence. Et donc, ici, mon résultat, on ne trouve pas ça exceptionnel. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous allez pouvoir jouer avec les différents calques. Et aussi, vous pouvez jouer avec la transparence pour faire certains effets particuliers. Et donc ça, c'est tout à fait possible avec différents outils de graphisme, notamment Canva. Et donc, vous allez pouvoir utiliser certaines images avec ici une transparence qui est à 100%, donc qui est totalement, qui n'est pas du tout transparent. Et vous allez pouvoir utiliser certains éléments avec une certaine transparence pour donner la priorité au regard à certains éléments, par exemple ici. Et pour l'arrière-plan, vous pouvez ajouter soit des éléments qui sont semi-transparents, ou je pourrais aussi décider que l'élément à l'arrière, donc je vais aller sur position, l'élément à l'arrière, je vais décider de le modifier. Et ensuite, je pourrais dire, ah oui, moi l'élément à l'arrière, je vais faire un effet, et je vais faire l'effet flou. Et l'effet flou, image entière. Et ensuite, je vais augmenter le flou. Hop. Et donc, le fait intéressant d'utiliser différents calques, c'est que vous pouvez modifier chaque calque séparément. On peut voir que j'ai donné du flou, j'ai mis du flou à l'arrière. Donc, si je reclique sur mes différentes positions, on peut voir que ce calque-ci, je lui ai donné un effet flou. Celui-ci, il est semi-transparent. Et celui-ci est tout à fait normal. J'ai juste enlevé la partie à l'arrière-plan. Donc ici, quel est le résumé de tout ça? C'est qu'à vous de jouer avec différents paramètres. Et les calques représentent un paramètre majeur avec lequel vous allez pouvoir jouer pour créer une composition intéressante. Parlons maintenant de la deuxième thématique qui est la couleur. Mais avant de parler de la couleur, je voulais juste te dire que dans la description de cette vidéo, j'ai mis tous les chapitres
Et donc, si vous voulez voir une partie en particulier de la vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement à la partie qui vous intéresse le plus. Mais ici, on va parler de la couleur. Et la couleur est très importante en graphisme, car premièrement, chaque couleur utilisée a une signification. Et donc, si vous utilisez une couleur en particulier, ben, ça a son impact sur les personnes qui vont regarder la conception graphique. Prenons un exemple. Ben, du moins en Belgique ou en Europe, souvent la robe de mariée sera blanche car il y a une signification particulière. Alors que peut-être dans d'autres pays, la couleur sera différente. Donc ces significations ne sont peut-être pas toujours les mêmes au niveau du monde. Par exemple, la mort, en Europe, ce sera souvent en noir, alors que dans d'autres pays, il me semble d'avoir déjà vu que parfois c'est brun, parfois c'est blanc, parfois il y a d'autres couleurs. Et donc, ces associations entre signification et couleur ne sont pas les mêmes partout. Et si vous communiquez, par exemple, pour un public peut-être japonais, ben, il faudra peut-être s'adapter. Mais donc ici, je voulais juste te dire que chaque couleur a sa propre signification. Par exemple, si on s'habille en noir dans la rue, ce n'est pas la même chose que s'habiller complètement en jaune. Et c'est la même chose dans les compositions graphiques. Chaque couleur a sa signification. Et même sans le faire exprès, ça va avoir un impact sur comment les personnes vont percevoir votre composition. Donc ça, c'est un premier point. Et donc ici, je vous montre un outil qui s'appelle Canva Colors. Et vous pouvez y accéder gratuitement sur le lien dans la description. Et cet outil est composé de 4 parties. On va commencer par la dernière, qui est la signification des couleurs. Où là, vous pouvez écrire une couleur. Par exemple, bleu navy. Hop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais réécrire. Bleu navy. Enter. Ou celui-ci, navy blue. Et donc là, on va voir pas mal de choses sur cette couleur. Premièrement, la signification. On va voir le code exact. On va voir tout un tas d'éléments sur cette couleur. Car il faut savoir qu'il existe plusieurs codes pour chaque couleur. Et si on les retrouve un peu ici, on voit tout un tas d'informations intéressantes sur cette couleur. Cette partie-ci, on va la voir par après. Donc si vous avez une couleur et vous voulez savoir davantage, ben, cette partie de Canva Colors peut vous intéresser. Passons à la deuxième partie, qui est pour moi la plus importante, c'est celle-ci, où vous avez ici tout un aspect théorique de l'explication des couleurs. Je vais vous le mettre en français, comme ça on va pouvoir un peu le lire ensemble. Donc il faut savoir que les couleurs, elles ont une signification individuelle, mais certaines couleurs, ensemble, elles vont mieux que d'autres. C'est un petit peu comme sur les habits, ben, il y a certaines couleurs qui vont bien ensemble et d'autres qui vont moins ensemble. Et donc ici, un premier type de couleurs qui vont bien ensemble, qui sont complémentaires, ce sont deux couleurs qui sont à l'opposé du cercle chromatique. Par exemple, ici, vous prenez un vert comme ceci avec un rouge, ben ça va bien marcher, un jaune et un bleu. Donc si vous prenez deux couleurs opposées, cela marchera bien. Et aspect sympathique sur cette page-ci, si je prends ici une couleur bien précise, par exemple ce bleu-ci, avec ce code-là, grâce à Canva Colors, vous allez pouvoir obtenir exactement la couleur complémentaire. Prenons ici, je vais prendre ici ce rouge. Et vous allez trouver à chaque fois la couleur complémentaire. Donc on peut voir à chaque fois la combinaison adaptée. Et donc ce qui est intéressant à prendre deux couleurs complémentaires, c'est que le contraste sera fort et que ça va donner un aspect agréable mais quand même impactant. Ça ne sera pas quelque chose de fade, de doux, ça sera un contraste entre deux couleurs complémentaires. Mais vous pouvez aussi choisir de faire une composition monochromatique. Et donc là, ce sera beaucoup plus subtil, ce sera plus soft, ce sera plus agréable. Il y aura moins de contraste, mais donc c'est plus harmonieux. Donc ça, c'est aussi possible. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est choisir des couleurs analogues. Et donc là, ce sont des couleurs qui sont une à côté des autres dans le cercle chromatique. Et donc là, ce sera un petit peu plus comme les couleurs ici, monochromatique, où ça sera quelque chose de plus harmonieux, de plus sympathique, mais le contraste sera bien moins fort. Ensuite,
Similaire ici à l'exemple ici complémentaire, nous avons ici triadique qui sont finalement complémentaires si on prend 3 couleurs. Et là, on fait un triangle, on prend les plus lointaines. Et c'est la même chose avec 4 couleurs. On peut prendre 4 couleurs qui sont à l'opposé. Et donc là, c'est vraiment sympathique cet outil car premièrement, vous allez pouvoir choisir une couleur de départ, par exemple celle-là. Vous pouvez mettre est-ce que vous voulez 4 couleurs, est-ce que vous en voulez une ou quoi. Et vous pouvez modifier facilement ici comme ceci. Et vous modifiez en prenant la couleur principale. Et vous pouvez tout à fait modifier et choisir une palette de couleurs qui vous semble la plus intéressante pour votre projet. Donc ça, c'est intéressant pour tout ce qui est palette de couleurs. Vous pouvez cliquer ici pour modifier certains éléments, c'est aussi possible. Et vous avez le code ici. Si je clique là, hop, j'ai copié le code et je vais pouvoir l'utiliser soit sur Canva, soit sur un autre outil de graphisme. Et donc, si vous ne savez pas quelle couleur choisir ou quoi, mais ça peut être pas mal d'outils intéressants qu'on a vu ensemble. Ici, si je descends, donc on a vu tétradique. Ensuite, ici, il y a tout un tas d'autres informations que je vous laisse lire et qui peuvent vous aider à mieux comprendre les couleurs. Donc ici, je vous mets vraiment Canva Colors dans la description, car ça peut être intéressant si vous voulez approfondir cet aspect des couleurs. Donc moi ici, j'ai traduit avec mon navigateur, mais de toute façon, au pire, vous pouvez faire un copier-coller, vous le mettez sur Google Translate ou autre, vous allez savoir le traduire. Ensuite, il y a 2 autres outils qui sont peut-être moins importants, mais qui restent quand même intéressants, comme celui-ci, avec plein d'idées de palettes de couleurs. Par exemple, si vous écrivez 4, j'appuie sur Enter, et vous avez tout un tas de palettes de couleurs qui sont pertinentes dans la thématique. Par exemple, ici, celle-ci pourrait être sympathique pour une composition graphique avec des chats, par exemple. Ou sinon, si j'écris par exemple, je sais pas moi, ceci. Donc moi, je vous conseille d'écrire en anglais, car je pense que ça marche mieux, mais peut-être que c'est juste une impression. Je n'ai rien pour vraiment le prouver. Par exemple, je pourrais même mettre green si je veux, et je vais avoir des choses un peu plus adaptées par rapport à ce que je souhaite. Donc ça, c'est un outil sympathique pour avoir des palettes de couleurs pertinentes. Ensuite, ici, juste petite chose, chaque palette de couleurs, il y a le nombre de gemmes. Donc ça, c'est voilà, celle-là, il y a 6000. Ça peut peut-être vous inspirer. Donc ici, je vais retourner sur Colors. On va voir la dernière partie, c'est celle-ci, où vous allez pouvoir importer une image et Canva va directement détecter 4 couleurs. Et là, vous pouvez donc importer une image en cliquant ici, hop. Donc là, vous choisissez une image, par exemple celle-ci, ouvrir. Et là, directement, Canva va détecter les différentes couleurs et vous allez pouvoir ici copier ici ou vous copier comme ceci. Et donc voilà, ça peut être aussi un outil intéressant si vous avez besoin de ce genre de choses. Donc voilà, finalement, par rapport aux couleurs, qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est que chaque couleur a sa propre signification, mais c'est quelque chose de culturel et donc parfois, d'un pays à un autre, ces significations sont différentes. Et ensuite, certaines couleurs vont mieux que d'autres. Et donc finalement, c'est un petit peu comme les habits. Pour un mariage, on a souvent des couleurs particulières. Pour un décès, on a des couleurs particulières. C'est la même chose en graphisme. Et il y a certains habits qui ont des couleurs qui vont bien ensemble. C'est la même chose en graphisme. Et on a vu ici quelque chose de plus théorique qui explique, en dehors du ressenti pur de « Ah, je vois bien que ça va bien ensemble », ici, on a des choses plus concrètes avec les couleurs complémentaires et ce genre de choses. Et si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à regarder en passant dans le lien dans la description. Passons maintenant au 3e point, et c'est sûrement un des plus importants, c'est le fait qu'une composition graphique, son but, c'est qu'elle soit fonctionnelle et pas spécialement belle. Je vais vous donner quelques exemples et puis je vais expliquer ça davantage. Prenons ce site ici, donc j'ai pris un site un peu au hasard, je ne sais même pas pourquoi il est en néerlandais. Donc ici nous avons un site et sincèrement il est un peu moche, il y a des aspects qui sont jolis, mais voir un peu ces déchets à l'intérieur de Méduse, c'est un peu désagréable. Si on voit ici, on voit encore des déchets partout, c'est pas très beau à voir. Mais le but de ce site, c'est de communiquer toute la problématique de la pollution dans les océans, entre autres. Et donc, ici, le but de ce site, c'est pas qu'il soit beau,
mais il a un objectif bien précis, peut-être d'avoir des donations, peut-être de conscientiser les personnes sur la problématique. Et pour conscientiser les personnes par rapport à cette problématique, ben, il faut qu'ils soient un petit peu choqués et dire « Ah, c'est un peu dégueulasse, c'est vraiment, c'est dérangeant. » Et donc, la beauté n'est pas le but premier d'une composition graphique. Ici, c'est un site web, mais dans d'autres contextes, c'est important. Prenons ici, c'est une sorte de fiche exercice, ou du moins, ça récapitule. Ben, il faut qu'elle soit claire, lisible, qu'on comprenne directement de quoi ça parle. Et donc, la clarté, communiquer clairement pour que ce soit fonctionnel, c'est vraiment des choses importantes. Et on peut voir ici une affiche qui, pour beaucoup de personnes, vont peut-être dire « Ah, c'est pas très beau, ça donne pas envie », mais le public cible, les personnes qui sont intéressées par ce genre de musique, vont être attirées, et c'est ça l'important. Donc ici, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre avec ce troisième point? C'est qu'une composition graphique, ben, ça doit être fonctionnel. Et plus précisément, dès le départ, il est important de se demander si on réalise, je ne sais pas moi, un post sur les réseaux sociaux ou une affiche ou peu importe quoi, un cours, mais quel est le but de ce design? C'est attirer des personnes, c'est, je sais pas moi, qu'il y ait le plus de personnes possible au concert, ou c'est peut-être que, imaginons si je fais un design pour qu'on retrouve mon chat qui a disparu et je l'attache en ville, ben, qu'est-ce qui est important? Ben, c'est que les personnes qui ont vu ce chat-là puissent me le communiquer, donc je vais peut-être mettre le chat en grand. Et donc, finalement, le design, c'est surtout graphique, ben, le but premier, c'est vraiment qu'il soit fonctionnel et qu'il atteigne le but souhaité par la personne qui réalise sa composition. Et donc ça, c'est un point très important. Et donc des aspects comme la lisibilité, le fait que ce soit clair, ce que l'on souhaite communiquer, ce sont des choses très importantes. Et la beauté, c'est juste un paramètre parmi d'autres. Et parfois, à force de faire quelque chose de beau, on peut faire quelque chose de moins lisible. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses qui soient le plus joli possible, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est que ce soit fonctionnel et que le but premier soit atteint. Passons maintenant au quatrième point, qui est la typographie, donc l'esthétique du texte. Et je vous ai sélectionné pas mal de pages et je vous mets à chaque fois le lien dans la description si vous voulez approfondir les différentes thématiques que je vais aborder par rapport à la typographie. Donc lorsque vous choisissez une typographie par exemple sur Canva, ben, de manière générale, beaucoup de personnes vont faire un peu à l'instinct, vont essayer de trouver une typographie qui va un petit peu, qu'ils ressentent plus en phase avec le projet. Mais ici, on va devoir un peu des données un petit peu concrètes de comment analyser les typographies. Mais avant ça, je voulais vous montrer que si on va sur un site, par exemple MyPhones, et ici, je vais par exemple, je pourrais descendre, et on peut voir qu'en descendant, que si je souhaite acquérir cette police d'écriture-là, c'est 17 €. Celle-ci, c'est 17 €. Donc simplement, le fait d'utiliser une police d'écriture n'est pas gratuit. Et alors là, on peut se dire, mais comment ça se fait que sur Word ou sur Excel ou je ne sais pas quoi, sur Gmail, ben, je peux les utiliser gratuitement. Ben, c'est simple parce qu'à chaque fois, l'entreprise qui est derrière a acheté les droits ou est propriétaire de ces typographies et donc vous pouvez les utiliser. Mais si vous voulez réaliser une composition graphique, peu importe le logiciel de graphisme, ce logiciel a peut-être conçu des polices d'écriture ou il a même fait peut-être concevoir, mais ou sinon il a acheté des licences par rapport à ces différentes polices d'écriture, car ben, il y a des personnes qui ont travaillé pour concevoir la police d'écriture et généralement ils ont envie d'être payés pour cela. Et donc il existe des polices d'écriture qui sont payantes et si on veut les utiliser, ben, c'est payant. Il en existe qui sont gratuites et que vous pouvez télécharger en ligne. Et donc, par exemple, sur Google Fonts, vous avez tout un tas de polices d'écriture, par exemple le Playfair Display. Et donc là, vous avez plein de polices d'écriture que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement dans n'importe quel logiciel. Et ensuite, bien évidemment, si vous utilisez Canva, il y a tout un tas de polices d'écriture que vous pouvez utiliser gratuitement grâce à Canva.
Et avant de vous montrer comment télécharger une police d'écriture et la mettre sur un logiciel, par exemple sur Canva, on va regarder un petit peu comment classer les différentes polices d'écriture. Car il y en a énormément, c'est peut-être par centaines de milliers de polices d'écriture différentes. Et ici, on va voir plusieurs classifications. Donc la première, c'est celle de Thibaudot. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez regarder un peu en détail, où là, il classe les polices d'écriture en 4 parties. Et cette classification se base sur l'empattement ou le sérif. Donc qu'est-ce que c'est? Regardez bien, ici le texte à droite Futura, il n'y a pas de petite barre à la fin des lettres, alors qu'ici, si vous regardez Bodoni, il y a des petites lignes à la fin des lettres. Regardez bien le I, le N, le D. Et on peut remarquer que pour le O, par exemple, il n'y en a pas. Mais pour la majorité des lettres, il y a cet empattement qui s'appelle sérif en anglais. Donc, on peut déjà, premièrement, classer les différentes polices d'écriture, celles sans sérif ou sans empattement, et celles avec sérif, qui sont celles avec un empattement, donc une sorte de petite patte à la fin. Et donc ici, selon Thibaudot, il y a 4 options. Soit ici, tout ce qui est antique, où il n'y a pas de sérif. Ensuite, nous avons Bodoni, qui est une police d'écriture, où là, on peut voir qu'il y a le sérif, mais qui est plus fin de la barre ascendante. Alors qu'ici, on peut voir que l'empattement, il est certes plus fin, mais il est triangulaire. L'exemple, c'est du Garamond, et ça, c'est très utilisé dans tout ce qui est livre, par exemple. Quand vous lisez un livre, souvent, ça va être un peu ce style-là. Et ensuite, on a un autre style où l'empattement est de la même épaisseur, ou presque, du moins visuellement, c'est la même épaisseur que la barre ascendante. Donc ça, c'est une première manière de classer les différentes polices d'écriture. On peut voir ici plus de détails avec des sous-catégories. Donc ça, c'est une classification, mais il faut savoir qu'il y en a tout plein des différentes. Moi, je vais vous montrer celle que je préfère, mais je vous montre voilà ces 3-ci de cet article quand même bien fait. Ensuite, il y a la classification de Lure, où là, il a classé de manière un peu différente, mais moi, je voulais vraiment vous montrer surtout la 3e, qui classe également par rapport ici à l'empattement. C'est la classification ici de Novarese, où là, vous avez, il me semble, 10 options. La première, où vous avez un empattement qu'on peut voir qui est légèrement courbé. Et donc, ici, c'est un empattement qui ressemble un petit peu à tout ce qui est un peu texte, des romains, ce genre de choses, un peu lapidaire. Donc, lapidaire, les gens qui écrivaient sur les pierres. Ensuite, on a tout ce qui est linéaire, où là, c'est vraiment, en tout ce qui est informatique, c'est souvent linéaire. Ensuite, tout ce qui est égyptien, c'est quand la barre, donc l'empattement est fortement gras. Le bodonien, c'est le contraire, c'est simplement une ligne. Et c'est souvent utilisé dans tout ce qui est secteur de luxe et tout ça. Ou même magazine de mode, ou ce genre de choses. Les médiévaux qui sont un peu particuliers. Tout ce qui est écriture plutôt à la main. Nous avons des choses un peu fantasy qui reprend un peu tout ce qui est non classable. Ensuite, orné, ben parfois il y a des décorations à l'intérieur. Tout ce qui est vénitien, d'ailleurs pour moi le Garamond ne ressemble plus à un vénitien que à lapidaire. Et donc ici, on peut voir que c'est un peu courbé au niveau de l'empattement et ça donne un côté un peu élégant. Alors qu'ici c'est un peu plus brut, un petit peu plus comme si c'était ancré dans la pierre. Et ensuite ici les transitionnels qui ressemblent un petit peu aux autres. Donc ça c'est une classification, mais de manière générale, toutes les polices d'écriture sont différentes et c'est très dur de classifier. Donc ça c'est juste une proposition parmi d'autres. On peut voir qu'il y a encore d'autres options différentes. Et ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les polices d'écriture, il en existe beaucoup. Il y a différentes classifications et que chaque police d'écriture ou style de police d'écriture va être plus adapté dans un contexte qu'un autre. Et comment savoir quel est le contexte adapté, quoi choisir? Là, je vous propose quelques sites pour vous aider. Premièrement, Phones in News, où là, vous avez 4 manières de rechercher.
Donc ici, je vais cliquer. Donc si vous cliquez sur Topics ou sur Format ou sur Typeface, ça revient au même. De toute façon, vous ouvrez exactement la même chose. Et donc vous pouvez rechercher de trois manières différentes. Soit vous recherchez par rapport à une catégorie. Imaginez, vous vous dites, je dois faire quelque chose plutôt dans le secteur de l'enfance. Je vais cliquer sur Kids et vous allez voir tout un tas ici de compositions graphiques adaptées au secteur de l'enfance. Et à chaque fois, vous avez les polices d'écriture qui sont écrites en dessous. Donc ça peut être intéressant pour vous inspirer. Je vous montre un deuxième exemple, Topics. Et je vais choisir plutôt santé fitness. Et donc là, on peut voir que les compositions sont différentes. Par exemple, Gymtown. Vous pouvez voir un petit peu ce qui a été choisi par les graphistes. Et donc ça peut être intéressant comme idée pour avoir de l'inspiration. Ensuite, vous pouvez rechercher par format. Par exemple, imaginons, vous cherchez par exemple un journal. Et là, vous avez plutôt des polices d'écriture adaptées aux journaux. Et d'ailleurs, un autre avantage de ce site, c'est qu'à chaque fois, vous avez les compositions, vous avez les deux polices d'écriture, ou même les trois si on a trois. Et donc, ça vous permet d'avoir des idées de polices d'écriture qui vont bien ensemble, car il y en a certaines qui vont bien ensemble, d'autres moins bien. Et de manière générale, pour qu'elles aillent bien ensemble, il faut qu'elles soient suffisamment différentes, mais qu'elles aient des points en commun qui font qu'elles ne sont pas complètement différentes. Et donc ici, cela peut donner plein d'idées. Donc ce site est vraiment sympathique. Et la dernière manière de rechercher, vous prenez directement la police d'écriture. Par exemple ici, on va prendre du Montserrat. Et vous pouvez voir tout un tas d'utilisation du Montserrat. Et ce qui est sympathique, vous voyez à chaque fois avec quelle police il a été utilisé. Et donc vous pouvez voir plein d'options différentes. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment sympathique comme site, surtout que c'est tout à fait gratuit. Ensuite, site suivant, c'est celui-ci, si vous voulez rechercher des combinaisons de police d'écriture, et cela peut vous aider pour trouver de l'inspiration. Donc je vais mettre à chaque fois, pour ceux qui veulent approfondir, il y a le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous cherchez de l'inspiration. Ensuite, ici, un autre site qui est très facile et qui est assez sympathique, c'est celui-ci, c'est PhoneJoy, où là, vous pouvez générer au hasard des combinaisons de police d'écriture. Par exemple, vous générez, et à un moment donné, quand vous avez une police d'écriture qui vous inspire, par exemple ici, celle-ci, la première, le Mouli, donc à chaque fois, c'est noté à gauche la police d'écriture. Imaginons, moi je suis content pour le Mouli, alors là, je vais le bloquer avec le cadenas, et maintenant je génère d'autres options qui vont bien ensemble, toujours avec le Mouli. Et donc là, c'est sympathique car comme ça, vous pouvez à chaque fois cliquer sur générer et vous regardez d'autres options. Donc voilà, moi, je trouve ça sympathique. Donc ici, imaginons je suis content avec ça. Je peux même regarder ici, modifier quelques petits paramètres en plus, même si ça, j'avoue que j'ai jamais essayé. Et ça me perturbe plus qu'autre chose. Si vous comprenez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et donc voilà, ici ce que je voulais vous montrer de ce site, c'est que vous pouvez générer au hasard des combinaisons, ensuite en bloquer une si vous êtes content, et cela peut être une bonne idée pour trouver quelque chose qui correspond à vos attentes. Ensuite ici, il y a un autre site, Typewolf, pour trouver ici tout un tas d'idées, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ensuite, il faut savoir que Canva a fait tout un tas d'articles intéressants. Celui-ci, il est en anglais, même si je l'ai traduit avec le navigateur, mais il y en a aussi en français où vous avez tout un tas de détails et on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire dans cette section typographie, mais voilà, ici je vais juste à l'essentiel, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la typographie, et si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo 100% axée dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc ici, vous avez d'autres articles que je mets dans la description, par exemple 25 polices d'écriture spéciales et stylées gratuites à essayer, ou sinon il y a un autre article, les 10 plus belles combinaisons gratuites à télécharger. Et donc ça, c'est sur Canva que vous trouvez ça, donc les articles de blog de Canva, et vous avez à chaque fois les différents liens dans la description. Et pour terminer cette partie sur la typographie, on va regarder un petit peu sur Canva comment ça se présente. Sur d'autres logiciels, c'est généralement similaire. Imaginons ici, je vais cliquer réseau et je démarre peut-être ici d'une publication Instagram vide. Et donc ici, lorsque vous êtes sur un document,
vous allez pouvoir ajouter du texte et vous pouvez appuyer sur la touche T pour le faire. On peut voir que par défaut, Canva ajoute votre texte de paragraphe, mais il suffit de cliquer dessus pour 2 fois dessus pour pouvoir le modifier et écrire, par exemple, ici, moi je peux écrire Paolo, je peux l'agrandir. Ensuite, je vais pouvoir le déplacer. Et comme tout autre élément sur Canva, si vous cliquez dessus, vous avez tout un tas d'options. Et vous avez aussi d'autres options. Si vous cliquez sur les 3 petits points de plus, vous avez parfois des options supplémentaires. Par exemple, afficher la durée, si vous voulez l'afficher seulement à un moment précis. Si c'est une vidéo, ça peut être tout à fait adapté. Et donc, si je clique là, j'ai pas mal d'options, notamment l'écriture magique, où vous avez tout un tas d'outils d'intelligence artificielle, comme par exemple corriger l'orthographe, rendre plus formel, plus amusant, raccourcir. Vous pouvez même mettre des consignes personnalisées, comme par exemple, je ne sais pas moi, écrire les 5 critères pour réaliser correctement ceci ou autre chose. Donc, mais ici, ce qui est important, c'est que vous avez la section police d'écriture, où là, vous avez tout un tas de police d'écriture, par exemple celles recommandées, celles qui sont déjà présentes dans le document. Vous avez ensuite celles qui sont utilisées récemment. Vous avez votre identité visuelle si vous avez des polices d'écriture là-dedans. Vous avez les polices d'écriture que vous avez déjà importées. Par exemple, moi ici j'ai importé celle de Squid Game, juste comme ça parce que j'avais envie de faire un petit design avec la police d'écriture de Squid Game. Des polices d'écriture populaires. Vous avez ensuite ici tout un tas d'options différentes. Et chose importante, on peut voir ici qu'il y a une petite, on peut dire une petite flèche, alors que là il n'y en a pas. Si vous cliquez sur la flèche, en fait vous avez plusieurs poids. On va appeler poids. Par exemple, celui-ci elle est bien grasse, alors que celle-ci est toute fine. Par exemple, si je mets du black, hop, c'est bien foncé. Si je mets medium, donc ça c'est quelque chose à savoir et je peux replacer comme ceci. Si vous cliquez sur style de texte, vous avez ici plusieurs styles de texte, mais ici on va rester sur police d'écriture. Et ensuite on peut choisir ici différents types de police d'écriture. Par exemple, si je clique sur égyptienne, on voit plusieurs polices d'écriture plutôt égyptiennes. Mais on peut voir que les classifications, elles sont différentes de ce qu'on a vu avant, car voilà, les polices d'écriture, il y a plein de classifications différentes et il n'y en a aucune qui est parfaite. Mais voilà, ici vous avez des polices d'écriture que Canva a considérées comme judicieux. Par exemple, ici rétro, et vous pouvez rechercher ici des polices d'écriture rétro. Par exemple, une autre qui peut être sympathique, c'est par exemple, je ne sais pas moi, dessin animé. Et là, vous retrouvez tout un tas d'options différentes. Et il est temps maintenant donc de regarder comment ajouter une police d'écriture. Mais juste avant ça, je voulais juste vous montrer que si vous allez sur applications, vous avez certaines applications dans Canva qui vont modifier ou qui vont créer du texte. Par exemple, ici, si je descends, vous avez effet magique. Donc ici, je me suis un peu trompé. Si je redescends ici, vous avez effet magique qui permet de faire des effets particuliers sur du texte. Vous avez des outils comme Typecraft. Vous avez tout un tas d'outils pour modifier du texte. Et n'hésitez pas à regarder, il y a plein d'outils différents, TextMaker. Et la majorité, j'en ai parlé ici, dans cette playlist, où je parle de tout un tas de points différents qui regardent le texte. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de vidéos dans cette playlist. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Je vous mets la playlist en description. Donc ici, je vais revenir sur Canva et je me dis, j'ai envie d'importer une police d'écriture qui n'est pas dans Canva, par exemple celle de Squid Game. Je peux aller sur un site qui s'appelle Dafont, où là vous avez plein de polices d'écriture. Il y en a certaines qui sont gratuites, d'autres pas. Certaines que vous pouvez utiliser seulement dans le cadre privé, donc ça peut être votre cas. Et donc ici vous trouvez plein de polices d'écriture un peu, moi j'appellerais ça un peu foireuses. Donc c'est des polices d'écriture qui qualitativement ne sont pas exceptionnelles, mais qui, de manière générale, vous avez plein de choses différentes. Et ça peut être intéressant pour trouver quelque chose de particulier. Par exemple, si vous recherchez une thématique un peu bizarre, par exemple l'horreur, vous allez retrouver tout un tas de polices d'écriture, mais parfois vous avez des choses où c'est plus des icônes qu'autre chose. Je vais prendre autre chose, par exemple Alien. Ah mais là je suis dans Symbol, c'est pour ça. Donc je vais mettre par exemple médiéval. Et donc ici vous avez plein de polices d'écriture plutôt médiévales. On va prendre la première
sympa, on peut voir 100% gratuit. Alors qu'est-ce que je fais? Je clique télécharger. Nous avons donc un fichier zip et on va devoir l'extraire. Donc en gros, quand il est en zip, il est, on pourrait dire, compressé. Et là, vous allez, hop, le ressortir pleinement. Et donc, on peut voir que les typographies, ben, il y a ce genre, ça ressemble à ceci. Si j'écarte ici, on peut voir qu'il y a souvent deux types, OpenType, TrueType. Mais ici, ce n'est pas spécialement but de savoir ça. Lorsque vous allez sur Canva, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur, on va rajouter du texte. On a donc notre texte, on va sur la police d'écriture. Et là, on va décider d'ajouter une police d'écriture. Et là, vous allez pouvoir voir qu'en bas, il y a une section importer une police. Donc, vous pouvez, faites attention d'être bien dans la section police, importer une police. Et donc là, vous allez pouvoir importer depuis vos téléchargements. Et là, vous allez pouvoir le trouver ici. Donc ici, recherchez sur votre ordi. Donc moi, au début, il n'apparaissait pas parce que j'avais oublié de cliquer sur extraire. Et donc, il était toujours en format zip. Et donc, quand vous le téléchargez au format zip, vous n'allez pas pouvoir le rechercher depuis Canva. Mais lorsqu'il est extrait, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et ici, vous pouvez sélectionner tout. Ou vous sélectionnez seulement deux. C'est tout à fait possible. Ici, imaginons si je sélectionne tout, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur ouvrir. Et il va me dire que est-ce que vous avez vraiment les droits? Donc, certaines polices d'écriture, ben, normalement, vous devez les acheter. Et ici, on a bien vu que sur Dafone, c'était écrit que c'était 100% gratuit. Donc, je clique, oui, lancer l'importation. Quelques secondes d'attente. Ici, il nous dit, ben, Paolo, tu as téléchargé deux fois la même chose. Je sélectionne juste ces deux-là. Je clique, allez, police à importer, sélectionner. Ici, on peut voir quelques détails et je mets ce qui semble le plus pertinent. Fait important, sur Canva, j'ai déjà ces polices d'écriture. Donc, je vais cliquer sur ignorer. Et donc là, vous allez retrouver dans votre section ici, police importée, vous allez retrouver les différentes polices Old London, Regular, Old London, Alternate, Regular. Et donc, hop, je change. Et nous avons donc ici mon texte. Et donc, comme ça, on a même vu comment ajouter une police d'écriture personnalisée. Et donc, maintenant, et pour conclure ce 4e chapitre, finalement, les calques, les couleurs, la typographie, ce sont tous des ingrédients parmi d'autres qui vont nous aider à créer un design fonctionnel qui atteint son but. Parlons maintenant du 5e concept et c'est le format. Donc le format, cela peut être tant le type de fichier, par exemple PSD, ou cela peut être aussi la taille. Donc ici, je vais parler des deux. Donc premièrement, ici, je vous ai trouvé un petit article de Graphist Blogs, un site quand même sympathique. Et je vous mets le lien aussi dans la description. Et là, il résume bien qu'il existe plusieurs types de fichiers différents. Et il donne un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque fichier. Donc premièrement, il y a deux familles, on pourrait dire. Les images matricielles. Donc en gros, celles qui ont des pixels. Et donc, s'ils ont des pixels, il y a plein de petits points qui composent l'image. Le point faible de cette approche, si on agrandit trop l'image, ben, on voit les petits points et c'est un peu dérangeant. Et donc ici, on pourrait faire deux catégories par rapport aux images matricielles. Il y a les images, imaginez, vous faites une photo avec votre appareil photo. Et là, vous avez un type de fichier bien particulier, par exemple RAW. Et ensuite, vous avez des images compressées et des formats compressés. Ben, il y a par exemple le JPEG, le PNG et même les autres, ils sont compressés. Et donc, s'ils sont compressés, vous avez une qualité qui ressemble fortement, mais c'est parfois 10 fois plus léger. Et donc, prenons le JPEG, c'est un des plus connus, où là, ben, c'est une image compressée avec des petits points. Donc, c'est raster, ça veut dire voilà, avec des petits points. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé. Au niveau des couleurs, ce n'est pas la meilleure. Lorsqu'elle compresse, elle ne retranscrit pas la couleur exactement la même. Mais ça, je vous laisse lire l'article si vous voulez vraiment approfondir de manière plus détaillée. Le PNG, qui est un concurrent du JPEG, est légèrement plus lourd, mais a deux avantages. En termes de couleur, c'est un peu mieux. Et aussi, il accepte la transparence, donc on peut avoir des images avec un côté où il n'y a rien du tout. J'espère que
que c'est un peu clair ce que je dis. Alors que le JPEG, si le contour est blanc, mais ce n'est pas possible qu'il y ait un contour qui soit complètement vide. Voilà, j'espère que si c'est pas trop clair, n'hésitez pas à regarder l'article. Comme ça, c'est dit avec plus de mots. Ensuite, il faut savoir que les deux premiers formats qu'on a vus, c'est des formats statiques, donc ils ne peuvent pas bouger. Donc c'est s'adapter pour une image, une photo, mais ce n'est pas adapté pour des petites vidéos. Et là, ben, le format GIF est plus adapté pour des petites vidéos. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Ensuite, on a une deuxième famille, c'est les images vectorielles. Et donc là, c'est pas des petits points, mais c'est des vecteurs. Et donc, c'est surtout utilisé pour tout ce qui est logo. Et l'avantage de ces images vectorielles, c'est que, de manière générale, souvent, on sait les modifier. Par exemple, si c'est un format AI, on sait facilement modifier. Si c'est un format EPS, c'est facilement modifié. PDF, ça dépend évidemment des paramètres. Mais l'avantage de ces images vectorielles, c'est que si on l'agrandit ou on le rétrécit, ben, comme ce n'est pas composé de petits points, la qualité reste présente. Et donc, c'est tout à fait adapté pour tout ce qui est logo de manière générale. Et donc voilà, il y a le format SVG, il y a les différents formats et chacun ses particularités. Mais donc voilà, finalement, il y a trois grands types de documents. Il y a ceux qui sont des formats, par exemple, tout ce qui est lorsqu'on fait une photo avec son appareil photo, on a donc un format bien particulier, par exemple le RAW. Ensuite, on a tout ce qui est image compressée, donc là, c'est tout des petits points. Et c'est beaucoup plus léger, la qualité est pratiquement la même. On a même des formats qui sont adaptés pour quand les images sont un peu dynamiques, par exemple un GIF. Et ensuite, nous avons les formats vectoriels, où là, s'adapter pour tout ce qui est logo ou ce genre de choses. Et maintenant, on va aller sur Canva et on va regarder ensemble. Donc, il faut savoir que contrairement à Photoshop, Canva n'a pas son type de document typique. Par exemple, Photoshop, vous pouvez télécharger les documents au format Photoshop, PSD. Et sur Canva, c'est pas le cas. Vous travaillez juste sur Canva et vous ne savez pas télécharger au format Canva. Soit vous le téléchargez sur un format existant. Il n'y a pas d'autre choix si vous voulez le télécharger. Et donc ici, si on va sur dimension personnalisée, on va pouvoir créer un document à la taille souhaitée. Et vous pouvez choisir l'unité et vous pouvez choisir une hauteur, une largeur bien spécifique. Fait important, il y a une limite maximale tant en termes de largeur qu'en termes de hauteur. Et il y a aussi une taille minimale. Donc voilà, à vous de choisir et d'introduire les données les plus adaptées. Et donc lorsque vous créez votre document, il y a vraiment deux types de documents pour moi. Si je clique par exemple sur réseaux sociaux, je pourrais faire une publication Instagram. Et en même temps, je vais aller ici sur impression et je vais créer une carte par exemple une brochure. Et donc comme ça, j'ai deux documents, un à côté de l'autre. Et il faut savoir qu'il y a quelques différences entre toute composition qui est destinée aux écrans, par exemple les réseaux sociaux. Et il y a une différence avec tout ce qui est destiné à l'impression, par exemple un livre, une couverture de livre ou autre. Par exemple, en termes de qualité, l'image n'a pas besoin d'être... Je voulais dire que la définition d'une image, elle doit être plus élevée si c'est une impression pour le papier. Et donc une image qui est nette sur votre écran, si vous l'imprimez, elle sera peut-être floue parce que la quantité de pixels minimale sur une surface bien définie doit être plus élevée sur papier que sur écran. Et donc, je vous conseille vraiment de tester si vous imprimez quelque chose. Et donc ici, si on prend notre document destiné aux réseaux sociaux, on va pouvoir réaliser, maintenant je vais sur Design, notre composition. Et ensuite, c'est assez facile, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'est plus complexe si on veut réaliser un travail sur un document qu'on va ensuite imprimer, notamment si on veut l'imprimer soit avec Canva ou avec un imprimeur professionnel. Là, vous allez devoir aller en haut à gauche sur Fichier. Ensuite, vous avez différents paramètres et vous allez pouvoir ajouter, afficher le fond perdu. Donc ici, je vais vous montrer si j'ajoute un design, par exemple celui-ci. Je vais mettre appliquer aux deux pages. Et donc, on peut voir maintenant, ici, regardez avec moi, c'est que au niveau du fond perdu,
Donc ça, c'est vraiment seulement si vous imprimez quelque chose. Et le fond perdu, il y a une ligne ici. Et ici, il y a... c'est bien rempli. Imaginons, je clique là. Je pourrais... Allez, je vais peut-être déplacer ceci. Hop. Regardez maintenant ici. Nous avons du gris et l'image ne va pas jusqu'au bout. Maintenant, bien. Et donc, en quoi c'est important? Lorsque l'on imprime sur pour tout ce qui est impression papier, parfois l'impression ne se fait pas exactement comme on le souhaite et c'est légèrement décalé. Et c'est pour ça qu'on ajoute notre design, on le fait plus grand que prévu pour être sûr qu'à la découpe, on ait bien le design souhaité. Alors que si on avait laissé ici une partie comme on ne le souhaite pas, si l'impression est légèrement décalée, par exemple comme ça, on risquerait d'avoir une bande grise sur le côté. Et alors ici, pour éviter ça, on va vraiment jusqu'au bout de notre design. Et vous allez le voir mieux si je mets sur imprimer avec Canva. Ensuite ici, je mets les différentes informations. Si je mets continuer. Ensuite, je peux télécharger un PDF pour vérifier si ma création est bien comme je le souhaite. Et là, vous allez voir, on a un document Canva Proof. Si je clique dessus, on peut voir notre document et on voit les lignes où sera coupé notre document. Et il y a donc une petite partie qui sera coupée, c'est le fond perdu, donc il sera perdu normalement à la fin, sauf si notre document est légèrement décalé. Donc voilà, c'est un concept un petit peu compliqué. J'espère l'avoir rendu le plus simple possible. Mais voilà, ça c'est vraiment si vous voulez imprimer de manière plus professionnelle un document qui est destiné à l'impression. Il faut savoir que si vous imprimez avec votre imprimante, d'office, il y aura des marges sur le côté. Et ça dépend vraiment d'une imprimante à une autre. Et donc, comment font-ils les imprimeurs professionnels à ne pas avoir de marge? En gros, eux, ils ont une marge aussi. C'est juste qu'ils coupent le document. Et donc, comme ça, ils n'ont plus de marge. Et petit point supplémentaire, si vous allez en haut à droite sur partager, ou je pourrais me le faire sur l'autre document, si je clique sur partager, je peux aller sur télécharger, et là vous avez tout un tas de formats, et ceux-ci sont différents en fonction du document. Si vous êtes sur, par exemple, Canva Docs, vous allez avoir d'autres propositions, et ici vous pouvez revoir un petit peu les formats qu'on a vu au début, donc il y a JPEG, PNG, PDF, et celui pour l'impression, celui plutôt standard, SVG. Imaginons si je mets PDF pour l'impression, il y a encore d'autres paramètres à ajouter si on le souhaite. Donc voilà, ça c'est des choses que l'on peut faire avec Canva. Et avec d'autres logiciels de graphisme, c'est souvent assez similaire. Il y a juste parfois quelques petites différences. Regardons ensemble plusieurs astuces qui peuvent nous aider à diriger le regard de la personne qui va regarder notre composition graphique. Prenons ici un premier exemple. Vous pouvez voir ici cette vidéo. Et vous pouvez me dire qu'est-ce qui attire votre regard. Je la remets. Hop, je remets depuis le début. Donc, quel est le premier élément qui va capturer votre regard? Et une astuce pour capturer le regard des personnes, c'est le mouvement. Car le fonctionnement de l'attention est différent entre les choses qui sont en mouvement et entre ce qui est fixe. Car tout ce qui est en mouvement réveille une partie plus ancienne du cerveau, qui va faire attention aux proies ou peut-être aux prédateurs qui bougent. Et donc, c'est un système d'attention très différent. Et c'est ça qu'un enfant, prenons un enfant d'1 an, va avoir beaucoup plus facile à regarder quelque chose qui bouge, qui est dynamique, que quelque chose qui est fixe. Par exemple, du texte. Un enfant d'1 an, de 6 mois, ça ne va pas trop regarder ça. Alors que, prenons la télévision, prenons quelque chose qui bouge, cela réveille une attention différente et c'est ça que lorsque l'on voit quelque chose qui bouge, ça attire davantage notre regard. Et donc le premier point pour diriger le regard des personnes, c'est le mouvement. Et le deuxième, vous pouvez l'apercevoir, c'est la taille. Je parie que vous savez d'abord regarder ce texte-ci et peut-être, ou peut-être même pas tout le monde, celui-ci par après et pas le contraire.
car la taille joue un grand rôle. On est attiré par ce qui est plus grand. Notre regard va plus regarder ce qui est plus grand que ce qui est plus petit. Et donc, le mouvement, c'est le premier point. La taille, c'est le deuxième. Et le troisième point, c'est les flèches. Car les flèches vont avoir tendance à diriger notre attention vers quelque chose. Et c'est même conventionnel, on est habitué que la flèche indique quelque chose. Mais même cela peut être le doigt d'une personne qui indique quelque chose. Cela marche aussi. Et donc ça, c'est aussi une manière de diriger le regard d'une personne. Ensuite, la couleur rouge peut être utilisée pour diriger le regard d'une personne. Si la flèche ici, si elle était noire, cela aurait marché moins fort, car ici, il y a un contraste plus gros. Et le rouge donne un peu ce sentiment, attention, regardez. Et donc, comme ça marche mieux. Ensuite, ici, c'est le contraste. Quand il y a un élément qui contraste avec le reste, cela focalise notre attention dessus. Et similaire au contraste, le rythme. Ici, on voit quelque chose qui n'est pas dans le même rythme que le reste, qui n'est pas dans le même temps, dans la même disposition que le reste. Et ça attire notre attention, car l'air de rien, notre cerveau est attiré par ce qui est un peu différent. Et ce qui est considéré normal, il va alléger ses réflexions. On va dire, ah, ça c'est des choses normales, je ne dois pas donner trop d'attention à ça. Et par rapport à ça, il y a une personne qui a écrit un livre d'architecture et donné tout un tas de conseils d'architecture. Et il disait que si vous faites une église et ensuite à côté, il y a une église de mangeurs de patates, les personnes vont aller plus souvent dans l'église de mangeurs de patates, car ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est l'église des mangeurs de patates? Ça va attirer l'attention, c'est différent. Et donc quand on est spécifique et que c'est différent, ça crée une certaine différence par rapport à la normalité. Et donc tout ce qui est différent de la norme, ça attire davantage notre attention, car notre cerveau va tendance à inhiber un peu les stimuli qui sont normaux, car voilà, ça permet d'économiser l'énergie, notre concentration sur ce qui est plus important. Donc en plus du rythme, ici nous avons aussi les cercles. Ici je n'ai pas écrit cercle, mais c'est juste pour vous montrer que si je mets un cercle quelque part, on va avoir un peu tendance, comme la flèche, de regarder, surtout si le cercle est rouge, on va avoir plus tendance de diriger notre regard. Ensuite, le point suivant, c'est les visages. Surtout un visage qui vous regarde, ça va davantage attirer notre attention. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, ça fait un impact très différent. On voit ici la personne qui nous regarde ou ceci. L'impact n'est quand même pas le même. C'est beaucoup plus puissant, un regard qui nous regarde. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à savoir. Ensuite, ici, je voulais vous montrer la petite vidéo. Attends, je vais vous mettre, hop, je mets play. Et donc ici on peut voir, regardez-moi, hop, vous avez vu, donc ici je remets, hop, depuis le début, regardez avec moi. Donc dans cette composition, premièrement, il y a du mouvement. Ensuite, si on regarde ensemble les points qu'on a vus ensemble, donc le mouvement, la taille, il y a une partie du texte qui est écrit plus grande pour qu'on lise d'abord quelque chose et ensuite, dans le second temps, se prépare. Donc il y a le mouvement qui est utilisé, la taille, une flèche, donc ici elle est un peu différente mais ça reste une flèche. On n'a pas du rouge mais on a du mauve qui crée un certain contraste. Ensuite il y a un certain rythme avec un texte qui est horizontal, un autre qui est légèrement oblique. Il y a une certaine dynamique rythmée. Nous n'avons pas de visage, donc ici c'est juste plusieurs astuces. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ici, c'est pour avoir plusieurs idées. Et ensuite, en fonction de votre projet, vous pouvez utiliser une idée ou une autre. Mais vous pouvez voir que dans une composition graphique, vous allez souvent utiliser plusieurs pour vraiment réaliser l'objectif souhaité. Et ensuite, quelques derniers points en plus, mais là, ils sont un peu plus pointus. C'est par exemple les lignes de tension. Donc, qu'est-ce qu'une ligne de tension? Ici, prenons notre texte, les lignes de tension. On peut regarder, donc si je vais aller sur fichier, ensuite je vais mettre paramètres, je vais mettre afficher les règles et les guides. Regardez si j'ajoute ici une ligne ici, mon L, il me permet de former ici une ligne verticale. Je pourrais même me le mettre plus précisément. Vous pouvez voir qu'à la fin, il y a une sorte de ligne. Et donc si je mets mon élément ici, ça semble comme s'il était rangé, comme s'il y avait une certaine cohérence, comme si tout était réfléchi. Et je vous mets un exemple pratique. Ici,
le logo Bill, nous avons le texte qui est placé par rapport à cette ligne de tension du B. Donc c'est quelque chose qui est imaginaire de notre tête, mais notre cerveau, il nous fait inventer des sortes de... comme s'il y avait vraiment une ligne ici. Et on peut voir que ici c'est utilisé. Mais ces lignes peuvent aussi représenter qu'ici, notre rond, on a fait une sorte de rectangle tout autour de notre logo. Et donc à chaque fois, sans le vouloir, toutes ces lignes qui sont verticales, horizontales ou parfois même obliques, créent une certaine ligne imaginaire. Par exemple, le Y crée une ligne imaginaire oblique. Et donc, les graphistes peuvent utiliser ces lignes qui ont un impact sur les personnes. Prenons un exemple ici, ce logo de Neuralink. On peut voir qu'il y a une sorte de ligne imaginaire ici et une ligne imaginaire ici. Et donc le fait d'exploiter ces lignes imaginaires qui sont juste dans notre tête nous permet de créer quelque chose qui donne le sentiment tout a une raison. Et c'est très apaisant pour les personnes de voir que tout a une raison. Par exemple Amazon, il y a tout de la A à Z, au Z. Et donc il y a vraiment tout. Et que tout ait une raison, c'est quelque chose de très satisfaisant pour les humains, car de manière générale, ils n'aiment pas de se dire que les choses sont faites sans raison. Et le fait de voir que tout a une raison, c'est très apaisant, c'est très agréable. Et donc ensuite, pour terminer, je pourrais vous donner une sorte de règle de 1, 2, 3. Donc ça, c'est plus adapté pour tout ce qui est un peu plus publicitaire, qu'on regarde un coup d'œil. Et donc lorsque vous composez quelque chose, vous pouvez essayer de dire qu'est-ce qui doit attirer le coup d'œil dans un premier temps, dans un second temps, dans un troisième temps. Parfois, il n'y a que 2 éléments, mais ici, c'est juste une règle générale. Ici, premier temps, qu'est-ce qui vous attire? Les 2 photos. Il y a plein de visages, il y a un peu du monde, ça nous attire dans un premier temps. Deuxième temps, à la découverte du monde. Troisième temps, nos aventures de voyage amusants. Il est temps maintenant de parler du 7e principe qui est la précision. Ça, j'imagine que instinctivement, vous allez me dire que la précision est importante en graphisme et regardons cela plus en profondeur. Donc tout d'abord, pour être précis, un outil intéressant, c'est les grilles. Donc les grilles, je vais vous montrer juste après comment les utiliser sur Canva, mais je vais vous mettre dans la description de cette vidéo plusieurs ressources qu'on va voir ici simplement rapidement. C'est un petit peu par rapport aux grilles, à l'importance des grilles en graphisme, et donc il existe plein de grilles flexibles. Et donc cet article, comme les autres, je vous la mets dans la description. Il existe différents types de grilles qui permettent d'organiser le texte, les images. Et pour tout ce qui est magazine, e-book, c'est quelque chose de quand même bien plus important que, imaginons, c'est simplement un post sur les réseaux sociaux, c'est moins important, mais si vous voulez être précis, les grilles, cela peut être vraiment un plus. Et donc ça permet d'organiser le contenu, d'avoir un design équilibré, avec une cohérence visuelle d'une page à une autre. Et donc voilà, ça permet d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de la page. Et de manière générale, ça va bien avec le texte. On voit ici un exemple de grille et de comment le texte se place dans la grille. Et donc ça, c'est une des ressources que je vous mettrai dans la description, mais il y en a aussi d'autres qui parlent des grilles de manière générale. Et si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ici, c'était juste pour vous montrer qu'il existe différents types de grilles. Il y a des grilles un peu différentes. Et ensuite, on va voir vraiment concrètement comment utiliser les grilles. Donc ici, c'est un autre article qui parle de l'importance des grilles si vous n'êtes pas encore convaincu. Et ici, c'était aussi un autre article qui parle des grilles et tout ça. Mais regardons concrètement comment fonctionnent les grilles. Et ensuite, on va voir aussi d'autres aspects de la précision. Donc, si je vais sur Canva et je vais sur un document, par exemple celui-ci, je peux aller en haut à gauche sur Fichier. Ensuite, il y a la section Paramètres. Et donc là, vous voyez plusieurs éléments. Donc, on a déjà vu le fond perdu. Donc, il existe les marges. Ça, je pense que vous connaissez. Et on va mettre afficher les règles et les guides. Et donc ici, on peut ajouter certaines lignes comme ceci qui peuvent nous aider à être plus précis. Donc ça, c'est quelque chose de possible. On peut voir que quand on déplace un élément, il y a des petites lignes qui s'affichent un peu mauve pour nous aider dans notre composition. Donc si je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est aller dans Fichier, Paramètres, afficher les règles et les guides. Ou plutôt, c'est ajouter des guides.
Donc ici, on a plusieurs grilles qui existent, qui sont déjà préétablies dans Canva. Donc il y a celle-ci, celle à 3 colonnes, celle 3x3. Et ensuite, vous pouvez en faire aussi sur mesure et mettre un peu les différentes données. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez créer votre propre grille, imaginons vous voulez garder la grille 3x3. Il faut absolument cliquer sur ajouter des guides, sinon elle ne sera pas, elle va disparaître. On a maintenant notre grille. Imaginons maintenant, je souhaite ajouter, je sais pas moi, un élément. Et je vais pouvoir le placer en fonction de cette grille si je le souhaite. Et une autre manière d'être plus précis, vous pouvez aller en bas à droite sur le curseur pour agrandir et comme ça vous pouvez placer correctement votre élément et vous pouvez voir que c'est aimanté par rapport aux lignes. Ici, hop, imaginons ici je pourrais agrandir comme ceci. Et imaginons, je le fais un petit peu transparent. Ici, c'est juste pour un exemple pour montrer une utilisation pratique de cette grille. Et donc ici, je peux rétrécir comme ceci. Et donc, deux conseils pour la précision, c'est premièrement utiliser des grilles. Et vous pouvez vraiment personnaliser des grilles vraiment pour votre projet. Et à chaque fois, vous réutilisez la grille avec les bons paramètres. Donc ça, c'est un point. Un deuxième point, vous pouvez ici utiliser ces lignes qui peuvent vous aider pour placer les différents éléments à chaque fois au bon endroit. Donc ça peut être aussi très utile. Et pour les enlever, c'est assez simple. Donc si je vais agrandir un petit peu, vous pouvez revenir à hauteur de la ligne. Donc je vais remonter ici à hauteur de la ligne. Et là, si comme dans mon cas, vous n'arrivez pas à le déplacer, c'est qu'il faut aller dans Fichier, ensuite Paramètres. Et en fait, il y a verrouiller les guides qui est hop, je l'enlève. Et donc maintenant, je vais pouvoir enlever celui-ci si je le souhaite, enlever celui-là. Et je peux aussi enlever celui-ci. Hop. Donc comme ça, on a vu ensemble comment ajouter une grille. On a vu aussi comment la modifier, rajouter des éléments ou même en enlever. Et on a vu aussi comment agrandir un design sur Canva. Donc si vous agrandissez fort, il y a ici une petite ligne pour vous déplacer comme ceci ou comme ceci. Hop. Et vous pouvez quand même agrandir fortement et aller vraiment dans le détail et déplacer les éléments exactement comme vous le souhaitez. Donc c'est tout pour ce point. Et par rapport aux articles, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si c'est une thématique qui vous intéresse. Parlons maintenant du 8e principe et c'est les feedbacks. Donc si j'ai choisi quelque chose de différent des premiers pour un peu changer de sujet, car pour moi les feedbacks c'est quelque chose de très important en graphisme, car parfois lorsque vous réalisez une composition, vous avez un peu le nez dans le guidon, vous êtes vraiment dans votre réalisation et parfois vous manquez de recul, ou du moins si je prends mon exemple personnel, il m'arrive parfois de faire des choses, et parfois je peux passer beaucoup de temps, et j'ai l'impression de faire un très bon truc, et puis une personne qui a un œil externe qui regarde et qui me dit mais c'est super nul, ou ça va pas du tout, ou ce n'est pas ce qu'on attendait, ou... Donc voilà, parfois, avoir comme ça des retours, d'un côté cela peut être parfois dérangeant, mais d'un autre côté, 6 mois plus tard, quand je revois ce que j'avais fait au début, je peux me dire, oh purée, mais Paolo, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est super nul. Et donc, généralement, quand on est trop, qu'on n'a pas assez de recul sur notre travail, et c'est souvent ce qui arrive, on a parfois tendance un peu à s'attacher à ce qu'on fait, et un peu à s'identifier au travail fourni. Et c'est important, premièrement, d'avoir des retours d'autres personnes pour éviter de souffrir de cet aspect d'avoir un manque de recul. Mais d'un autre côté, parfois quand il y a des feedbacks, il y a certains qu'il faut prendre en considération, d'autres parfois ne sont peut-être pas pertinents, ou donc voilà, c'est pas facile. Si on suit l'avis de 5 personnes différentes, parfois c'est infaisable, on ne sait pas tout faire, il faut trancher, et donc c'est certainement pas facile, tant du point de vue de la personne qui donne un feedback, que de la personne qui doit dire, oui effectivement, je suis ce conseil-là, mais je ne suis pas celui-là, et à la fin, c'est seulement avec l'expérience que vous allez pouvoir choisir et savoir vraiment définir quel est le bon chemin à suivre. Mais ici, je n'ai pas spécialement de conseils pour vous dire qu'est-ce qu'il faut retenir des feedbacks qu'on a reçus, même s'il faut quand même savoir vers où on va, quel est l'objectif de notre conception, et ensuite
en fonction des différents feedbacks qu'on reçoit, essayer d'atteindre notre objectif, du moins l'objectif que notre design réponde aux attentes souhaitées. Mais ici, on va regarder un petit peu quelques conseils pour réaliser un feedback constructif ou du moins pertinent. Et on va voir la méthode sandwich. J'ai appris ça à l'école et je trouve ça intéressant de vous le partager. Je trouve aussi un article ici en plus avec quelques petits points, mais ici c'est des choses un peu des recettes plus généralistes et qui sont un petit peu évidentes, mais ce n'est jamais mauvais d'avoir ici un petit rappel. Donc premièrement de vouloir être constructif, mais c'est limite un peu bidon. Ensuite, vraiment définir les objectifs de notre design dès le point de départ, ça c'est important. Être vraiment précis dans nos remarques. Donc si on fait une remarque à quelqu'un sur son travail, sur sa composition graphique, être précis c'est toujours un plus. Et là il y a un point que je trouvais que c'était vraiment bien, c'est pour ça que je vous montre cet article, c'est vraiment critiquer les détails ou le travail mais pas la personne. Éviter de dire oui à chaque fois t'es super nul, ce que tu fais est nul, voilà, plutôt pointer du doigt ce texte un peu tordu au lieu de dire tu fais tout de travers. Voilà, c'est deux choses différentes et voilà, critiquer les détails pas la personne. Et donc laisser l'autre proposer des solutions, voilà, bon ça pourquoi pas. Écouter les feedbacks du feedback, ça c'est pas mauvais, je trouve ça sympathique. Et donc je vous mets ce lien dans la description si vous le voulez. Et maintenant on va voir la méthode sandwich, qui ça c'est vraiment ce que je voulais vous partager sur le sujet pour faire un feedback. Et donc là, ce qui est sympathique dans la méthode sandwich, c'est de commencer par un compliment, ensuite mettre le feedback négatif et qui doit être vraiment sur le travail et pas sur la personne, et ensuite mettre un feedback positif. Et donc ici, si vous voulez approfondir cette méthode, vous pouvez lire cet article qui sera dans la description. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une méthode voilà, assez simple qui va droit au but et qui je trouve marche bien. Et si ce n'est pas encore assez clair cette méthode sandwich, je vais juste lire ici un exemple. Donc je te félicite pour la présentation que tu viens de nous faire. Elle était claire et très riche malgré les délais assez courts. Si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve simplement dommage de ne pas avoir une version plus synthétique ou une fiche récapitulative des grands axes développés. Pour la prochaine fois, je pense qu'il faudrait intégrer une slide finale en faisant ressortir les points les plus importants. D'ailleurs, tes slides étaient particulièrement soignés avec des graphiques très parlants. Bravo, cela a rendu ta présentation plus agréable. Donc voilà, ça c'est juste un exemple. Après, ça peut être plus court ici, ça devient un peu long. Mais voilà, le concept du sandwich peut vous inspirer et le nom est facile à retenir. Donc voilà, ça c'est juste une petite idée à vous d'en faire ce que vous pensez bon. Ici, c'était juste un petit point pour vous dire que lorsque vous réalisez quelque chose, c'est bien d'avoir un feedback. Et ensuite, retravailler avec les nouvelles idées et trouver une solution qui est la meilleure possible. Et ensuite, avoir un nouveau feedback et puis recommencer. Et à la fin, on pourrait se poser, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? C'est finalement lorsque l'on a une deadline, lorsqu'on a un moment où on dit, il faut rendre ce travail pour ça, ou il faut publier pour ce jour-là, parce que sinon, on risque de tomber dans la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson est très bien expliquée dans cet article d'Asana. Donc Asana c'est un outil de graphisme, ils ont un blog et ils font quelques beaux petits articles. Et donc la loi de Parkinson c'est plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Donc voilà, c'est un truc un peu une sorte de paradoxe, même si c'est pas un paradoxe, mais c'est un peu curieux et qui montre ici que plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus elle prend du temps. On voit ici le temps alloué, la durée idéale pour terminer le travail. On peut voir que parfois on peut terminer à un certain moment donné et qu'on peut, plus on a du temps, plus ça risque de prendre du temps. Et donc c'est vraiment lorsqu'on a une échéance, lorsqu'on fixe une échéance, qu'on va pouvoir éviter de tomber dans ce piège. Et ici, il y a pas mal de petits détails sur comment éviter de rentrer dans ce piège. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais de manière générale, je voulais juste dire que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs itérations avec des feedbacks et ensuite de rendre le travail dans les temps. Il est temps maintenant d'aborder le 9e point, qui est la créativité.
Donc ici, je vais vous partager quelques petites réflexions sur la créativité, donc sur le fait d'avoir des idées, sur savoir un petit peu quoi faire dans sa composition graphique, de quel élément ajouter, ce genre de choses, et avoir un rendu que d'autres personnes vont trouver, ah oui, c'est vraiment un résultat qui demandait beaucoup de créativité. Et donc ici, on va regarder un petit peu certaines réflexions sur la créativité. Tout d'abord, une petite citation ici. La créativité est l'art de dissimuler vos sources. Et je vous partage cette citation car en soi, la créativité dépend beaucoup des recherches que vous allez réaliser. Imaginons, vous voulez faire une affiche pour un barbecue. Cela peut être tout à fait intéressant de regarder sur Pinterest ou une autre ressource et vous pouvez écrire affiche barbecue party et rechercher tout un tas d'affiches. Vraiment, regardez beaucoup, peut-être en regarder 50, 100, faire vraiment une grande recherche, sélectionnez les affiches qui vous inspirent et ensuite vous pouvez faire un mix avec toutes les bonnes idées prises un petit peu partout et vous pouvez créer quelque chose de vraiment sympathique en prenant les meilleures idées des autres personnes car voilà, il y a plein de personnes qui ont des bonnes idées et vous pouvez faire un mix de tout ça et l'adapter à votre situation. Donc ça peut être une très bonne manière d'être créatif et finalement, ça ne demande pas vraiment de la créativité en tant que telle, mais de simplement de rechercher, de savoir où rechercher les bonnes infos. Et je pense que Pinterest est un bon endroit. Et ensuite, vous faites un mix des meilleures compositions. Donc ça, c'était le premier point, c'est vraiment que la créativité est fort liée avec tout ce qui est recherche. Ensuite, un deuxième point que j'avais envie de partager, c'est s'imposer des contraintes. Donc s'imposer des contraintes, ici je vais vous faire un petit exemple. Imaginons vous devez créer une histoire. Bon ici c'est pas trop lié au graphisme mais c'est juste pour vous donner un exemple et après ça s'applique avec le graphisme. Si vous devez créer une histoire et je vous dis maintenant créer une histoire, ben peut-être qu'au début sur une page blanche c'est pas facile. Et alors si vous vous imposez des contraintes, par exemple ici moi je vais dans éléments et je mets personnage, histoire, je pourrais rajouter un crapaud, ensuite ici le livre, plus imaginons des animaux et la sirène et peut-être ceci et peut-être même celui-là. Et maintenant qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai ajouté tout un tas de contraintes car je peux me dire maintenant je vais créer une histoire avec ces différents personnages et maintenant que j'ai ces différents personnages, mon cerveau sera obligé de trouver une solution où cet ensemble d'éléments, quasi plus de batterie. Et maintenant, le but, ce sera de faire cohabiter tous ces éléments dans la même histoire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, inévitablement, maintenant, je pourrais me dire, ah oui, mais en fait, il y avait un loup qui a croisé un crapaud. Et ensuite, le sorcier est venu et a fait disparaître le prince crapaud. Et la sirène qui a remarqué la disparition du prince crapaud est allée voir les animaux qui lui ont conseillé de lire le livre magique car le crapaud était sûrement caché là-bas. Ici, c'est juste des idées, mais c'est pour vous montrer comment, en imposant des contraintes, le cerveau va réussir à relier les différents éléments et à tisser une histoire qui va facilement unir l'ensemble. Et donc, notre histoire, elle va se trouver un peu dans cet espace. Et si vous n'ajoutez pas des contraintes, ben, ça sera difficile d'avoir des idées. Et les contraintes, ça ne doit pas être seulement des personnages. Cela pourrait tout à fait. Imaginons, je dois faire une affiche. Mais je me décide, allez, je fais une affiche au format A4. Ensuite, je décide comme contrainte que la couleur principale sera peut-être le vert parce que c'est une affiche sur, imaginons, quelque chose d'écologique. Et donc, je veux que le vert soit la couleur dominante. Ensuite, je veux que cette affiche soit seulement composée de ce type d'éléments-là. Voilà, plus vous êtes précis dans vos contraintes, et plus ensuite ça va être facile d'avoir des idées, car après vous allez pouvoir faire des recherches pertinentes aux différentes contraintes que vous êtes imposées, et vous allez pouvoir créer votre composition, votre histoire ou tout élément. D'ailleurs, souvent chez les enfants, quand on leur demande de créer une histoire, en primaire, on leur dit, voilà, il faut créer une histoire, mais le protagoniste, c'est celui-là, le méchant, c'est celui-là, et on leur ajoute des contraintes pour les aider. Alors qu'on pourrait penser de manière un peu de premier abord, que donner des contraintes, c'est plus un obstacle
pour aider l'enfant dans sa créativité, alors que c'est vraiment le contraire. Plus on donne des contraintes, plus ça sera facile de trouver quelque chose qui puisse lier l'ensemble. Donc voilà, nous avons vu ensemble l'aspect que les recherches sont très importantes. On a vu que les contraintes sont très importantes. Donc on va faire un peu un mix de toutes nos recherches et nos inspirations, de toutes nos contraintes, fait vraiment tout un mix pour réaliser notre composition. Et enfin, petite réflexion sur un peu la neuroscience par rapport à la créativité. Il faut savoir que notre cerveau, lorsqu'il fonctionne, il peut fonctionner sous différentes ondes cérébrales. Par exemple, dans le sommeil, c'est la delta. Lorsque c'est un sommeil léger, c'est θ. Ensuite, il y a alpha et bêta. Et donc, lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, ben, c'est plutôt bêta. Et quand on est dans un état de veille, de détente, de relaxation, imaginons vous marchez tranquillement ou vous êtes dans la douche. Et c'est justement à ce moment-là qu'on va avoir des idées créatives. Car, ici je vais vous mettre ici, lorsque les ondes alpha circulent dans notre cerveau, cela correspond à un état de relaxation léger, de calme, à des sensations de bien-être. Et lorsque nous sommes câblés en ondes alpha, notre état de conscience est plus profond. Nous sommes bien présents à ce que nous faisons, un peu entre veille et sommeil. Et les ondes alpha permettent la synchronisation de nos deux hémisphères, notre cerveau droit plus créatif et notre cerveau gauche plus rationnel. Et elles sont comme ça facilitatrices de la créativité, des apprentissages. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que lorsque l'on est dans cet état d'onde alpha, on peut être plus créatif. Et donc, si vous ne trouvez pas la solution, vous êtes voilà, sur votre ordi, on n'arrivait pas à trouver la solution, n'hésitez pas à aller marcher un petit quart d'heure et vous allez avoir des petites idées. Ou une autre manière, peut-être que vous, ce qui marche bien, c'est autre chose, mais il ne faut pas sous-estimer que pour avoir des idées, parfois simplement regarder dans le vide, vous allez mieux travailler que être le nez dans le guidon dans votre recherche. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion. Donc lorsque l'on est dans les activités courantes et qu'on est dans des ondes bêta, on n'a pas toujours la meilleure prédisposition pour être créatif. Et donc parfois, faire des petites pauses pour passer en onde alpha peut être une bonne idée pour avoir plus d'idées. Et donc pour conclure ce chapitre, pour être créatif, on a vu 3 points importants: réaliser des recherches, s'imposer des contraintes et aussi ne pas négliger tout ce que j'ai dit par rapport aux ondes alpha. Il est temps maintenant d'aborder le 10e concept et c'est peut-être mon préféré, c'est la simplicité. Donc la simplicité, et dans le graphisme on le retrouve surtout dans une mode qui est le minimalisme. Et donc le minimalisme, donc faire vraiment moins avec plus, et je vais vous en parler au travers de 2 exemples d'évolution de logo, de quelques affiches et aussi de cet article qui est sympathique, qui permet vraiment de mettre des mots aux propos que j'ai envie de vous partager. Donc dans le monde du design graphique, et je vous mets le lien du post dans la description si ça vous intéresse, dans le monde du design graphique, le minimalisme est bien plus qu'une simple tendance, c'est un principe esthétique intemporel qui continue de séduire par son élégance et son efficacité. En effet, le minimalisme repose sur le concept selon lequel moins d'éléments peuvent transmettre un message plus fort et plus clair. Dans cet article, il va plonger dans l'univers du minimalisme et il va vraiment en parler davantage. Et donc ici, il va donner tout un tas d'éléments. Et si vous voulez un peu approfondir cet article, n'hésitez pas à le regarder dans la description. Mais ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le minimalisme, c'est qu'il y a vraiment cette idée derrière qu'avec moins d'éléments, on peut atteindre l'objectif de manière plus performante. Et je vais vous montrer quelques exemples de logos qui évoluent. Donc par exemple, celui-ci, c'est celui d'Apple que vous connaissez sûrement. Et vous pouvez voir l'évolution. Au début, c'était quelque chose de très complexe, quelque chose un peu comme ça. Il y avait plein de choses, il y avait des illustrations, il y avait plein d'éléments. Et ensuite, petit à petit, il y avait plusieurs couleurs, mais il était quand même bien plus simple. Et ensuite, à la fin, il n'y a plus qu'une couleur, très simple. Ici, un deuxième exemple avec Airbnb,
On peut voir qu'au début, il y avait 3 lignes, 2 couleurs et 2 tailles de police d'écriture. Ensuite, on passe à 2 lignes, donc une ligne en moins, mais toujours 2 couleurs et 2 tailles de police d'écriture. Ensuite, on est passé à une seule ligne, une seule taille de police d'écriture et 2 couleurs. Ensuite, à une seule couleur. Ensuite, ici, il n'y a pas eu un changement majeur. Et après, maintenant, une seule couleur, une ligne, comme les dernières versions. Donc, vous pouvez voir que ces différents logos vont vers une plus grande simplicité. Les logos, c'est un peu particulier car il y a plein d'aspects, comme le fait que ce soit très lisible, même sur un téléphone ou quoi. Et le fait que ce soit lisible, même très petit, est très important. Mais en dehors de ça, ça montre que parfois les marques, pour essayer de mieux communiquer qui elles sont, elles vont aller vers le minimalisme. Et c'est la même chose dans toute affiche. Le minimalisme peut être une très bonne carte à jouer. Et on va voir quelques affiches minimalistes. Donc ici, je suis sur Pinterest. On peut voir ici des affiches avec quelques éléments simples. Et ensuite, faire comme si c'était un piano. On peut voir ici une affiche comme ceci, très simple. On peut voir ici qu'il joue avec des ombres. Voilà, ici c'est juste quelques idées pour voir que parfois des choses simples peuvent être très sympas et peuvent vraiment focaliser l'attention sur ce qui est important, par exemple celle-ci. Voilà, donc ça c'est un point à retenir pour moi, c'est que parfois vaut mieux être simple, enlever tous les éléments qui ne servent à rien et garder vraiment seulement ce qui compte, ce qui est important pour que le message soit clair et qu'il n'y ait pas des éléments qui ne servent à rien et qui perturbent l'attention plus qu'autre chose. Il est temps maintenant de parler de la cohérence. Donc la cohérence est très importante dans la communication d'une marque, mais on parlera ça dans un principe par la suite. Ici, on va plus se concentrer sur la cohérence dans un design, par exemple ici, sur cet e-book. On peut voir ici qu'il y a différentes pages. Et ensuite, quand on arrive à cette page-ci qui a un contenu pertinent, on peut voir qu'il y a une certaine incohérence. Cette couleur rouge n'a rien à faire là, et ça se remarque, ça se ressent, on voit que ça n'a rien à voir, et on remarque aussi que la page suivante n'a aussi rien à voir, elle est incohérente par rapport au reste, et quand on revient ici, on revoit à nouveau qu'il y a une certaine cohérence. Donc cette incohérence, elle se ressent, mais elle peut aussi se voir en suivant des paramètres qui sont concrets. Premièrement, la cohérence, elle peut se manifester à travers la couleur. On peut voir ici, si je change la couleur, ben, le résultat sera très différent. Je ne sais juste pas si c'est celle-ci que je dois mettre, je pense que c'est ça. Donc ici, je regarde si c'était la bonne. Donc ici, le fond, c'est cette couleur-là. Et là, c'est bien celle-là. Donc la cohérence, elle peut se manifester au travers de la couleur, au travers des polices d'écriture choisies. Ici, on peut voir ici que c'est du Montserrat. Et ici, après, j'imagine que ça sera aussi du Montserrat. Donc la cohérence peut être utilisée au travers des polices d'écriture. Mais aussi, prenons un exemple ici, nous avons une photo. Et après, nous avons aussi une photo. Et les deux ne sont pas générés par l'intelligence artificielle comme celle-ci. Donc, lorsque vous avez une image, avoir le même style d'image est important. Et là aussi, on voit que c'est une photo qui n'a pas été particulièrement retouchée. Et si on va un peu plus dans le détail, on peut voir que cette photo est encadrée d'un cadre, on va dire plutôt blanc, avec les angles qui sont arrondis. On peut voir ici qu'il y a aussi un cadre blanc et des angles qui sont arrondis. Et finalement, avec tous des petits points sur plein d'aspects, donc c'est plein de décisions du graphiste qui, répétées, qui cohérentes, font que l'ensemble semble cohérent. Alors la personne a l'impression que tout a été réfléchi, que tout a un sens, et comme je disais précédemment, quand on ressent que tout a un sens, ça donne un sentiment agréable pour la personne qui regarde de voir que ici l'espace ici au milieu c'est le même que là, et c'est agréable de voir que tout a un sens, que les marges sont les mêmes partout, et tous ces petits points font que c'est agréable de voir cette cohérence, et donc c'est ça que la cohérence est un plus en graphisme.
Un dernier petit point par rapport à la cohérence. Imaginons, on sort ici de cet e-book et j'ajoute une image. Par exemple, ici, je vais reprendre quelque chose. Imaginons, je vais prendre une photo peut-être de... On va ajouter peut-être ceci. Donc, lorsque vous ajoutez une image, je vais la définir comme arrière-plan. Et je souhaite ajouter du texte. Donc, je pourrais appuyer sur T. Et là, un aspect qui peut être intéressant pour augmenter la cohérence entre ce texte-ci et l'arrière. Par exemple, imaginons ici, si j'ajoute du rouge, ben, ça va faire un peu bizarre, en dehors du fait qu'il n'est pas super lisible. Mais le rouge, ben, n'a un peu pas grand-chose à faire ici. Ce qui peut être intéressant, mais c'est pas à faire tout le temps, mais ça peut être intéressant de prendre une couleur présente dans l'image. Par exemple ici, imaginons ce noir-là, donc c'est exactement ce noir-là, car ce sera le même que l'habit de la personne et ça augmente la cohérence. Après, je peux tout à fait rajouter, par exemple ici, imaginons, j'ajoute un dégradé. Donc ici, je sors de photo, donc je vais me dégrader. Hop. Ensuite ici, je vais aller peut-être dans illustration. Je pourrais ajouter ce dégradé-là que je vais changer comme ceci. Hop, je vais mettre un 90. Ici, vous pouvez voir que le mauve n'a un peu rien à faire là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je vais prendre une couleur qui est présente dans mon design, par exemple celui-ci. Et je pourrais changer de position, calque, et je vais mettre, donc ça c'est déjà OK. Je pourrais peut-être diminuer un peu l'intensité. Et donc finalement, ici, c'est juste pour vous montrer que ben, je vais prendre différents éléments et ensuite je vais leur donner la couleur qui se trouve également dans l'image à l'arrière et ça augmente la cohérence. Après, ce n'est pas une règle absolue. Si vous voulez vraiment que ça ressorte et le faire en rouge, pourquoi pas. Mais cet élément de rechercher une couleur présente dans l'image pour l'inclure dans le texte, cela peut être une stratégie pour augmenter la cohérence et ça donne un peu un sentiment que tout est lié et que ce n'est pas une couleur qui n'a rien à voir.